Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition d'information avec la situation confuse à la présidence de la République où l'on parle des mouvements d'humeur de certains éléments de la garde présidentielle. Une manifestation de soutien au président de la République, Bazoum Mohamed, a été suscitée cet après-midi par plusieurs structures. La manifestation a été par la suite dispersée plutôt aux abords de la primature. N'est-ce pas Abdelaziz Mamadou et Siraja Maman? La situation confuse entretenue depuis ce matin autour du palais présidentiel due à un mouvement d'humeur des éléments de la garde présidentielle dirigée par le général Tchani suscite toujours des interrogations au sein de l'opinion. Devant le flou artistique entretenu jusque-là et sans information autour de la situation, les pro-PNDS et leurs alliés ont appelé à un regroupement à la place de la concertation. Le général Tchani qui aurait pris le président. C'est monsieur un homme de confiance de ce régime quand même pendant 13 ans. Être au palais, je pense qu'il n'est pas le seul Nigérien capable d'assurer la sécurité du président. Si le président, le magistrat, le premier magistrat du pays dit qu'il ne veut plus de lui, mais qu'il n'a qu'à prendre ses bagages, on n'a pas besoin de lui là-bas. S'il se sent homme, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, le terrain est là, notre population est menacée. Ils sont en train de réfugier vers Niamey. Mais il n'a qu'à aller là-bas combattre. Ce n'est pas au palais qu'il va lui faire son malin. Quel reproche aujourd'hui il peut dire? Si c'est la sécurité, moi, aujourd'hui, à sa place, en tant qu'élément, je demanderai mon affectation à Terra. J'irai à Saï pour sécuriser la population. Ce n'est pas ici, chez lui. Il a fait 13 ans, le président Bazoum dit qu'il en a assez de lui. Et la preuve, d'ailleurs, même tous les récents coups d'État de Gourou et autres, là, son nom était apparu. Mais les gens ne l'ont pas cru. Voilà aujourd'hui, au grand jour, son nom est là. Donc qu'il le sache. Qu'il le sache, il ne prendra jamais le pouvoir tant que nous vivons sur cette terre. Il faut que ça s'arrête. On ne peut plus accepter des situations où des militaires viennent remettre en cause les institutions de la République, des institutions démocratiques pour lesquelles des Nigériens ont perdu la vie depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut que les militaires comprennent que leur rôle, c'est de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de défendre les institutions de la République, pas d'exercer le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État, il est exercé par des civils auxquels les militaires doivent obéissance. Plusieurs citoyens du mouvement politique et de la société civile nigérienne proches du pouvoir ont invité les auteurs du mouvement d'humeur à se ressaisir en retournant dans leur caserne pour le service public de défense de la population et de l'intégrité du territoire national. Je ne suis pas militant du PNDS Saraya. Je suis militant de l'ORN, Organisation Révolution pour la démocratie nouvelle. Alors si je suis arrivé ici depuis 15 heures, je crois, c'est vraiment un appel citoyen. Et je fais partie des gens qui ont appelé à venir pour soutenir la République, la démocratie et l'état de droit. Et j'appelle tous les démocrates, de tous les bords, opposition comme majorité, comme on dit, les gens de la société civile, que tout le monde converge vers la place de la concertation. Nous sommes là pour défendre la cause, justement, cette grande cause, la commune, à tout le monde, à tout le peuple nigérien, la démocratie. Nous sommes battus pour aller aux élections, pour avoir des résultats propres, des résultats sains, démocratiques. Et on est venu installer toutes les institutions de la République. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on remette en cause cette démocratie, qu'on remette en cause ses acquis. Aujourd'hui, le président Bazoum, c'est une référence pour le Niger. Et à l'international, le Niger est convoité par tous les partenaires. Alors pourquoi remettre en cause tous ces acquis et rebeloter encore? Le Niger a déjà souffert avec des séries de coups d'État. Peu après, les manifestants ont improvisé une marche vers le palais présidentiel. Manifestation dispersée un peu plus loin dans les environs de l'hôpital national de Niamey. Le président du CNDH le président plutôt de la CNDH a procédé ce matin à la cérémonie officielle de présentation des résultats, conclusions et recommandations de l'étude sur l'impact de l'insécurité sur les services de l'État dans les domaines de la santé et de l'éducation dans les régions de Tillabéri, Tawa et Difa, sous financement de l'Union européenne. Le compte rendu avec Reina Moussa et Siraja Maman.
Les domaines de la santé et de l'éducation sont parmi les plus affectés par le phénomène de l'insécurité. C'est dans ce sens qu'une étude a été menée en 2022 par les membres du groupe de travail de la Commission nationale des droits humains et de l'Institut danois des droits de l'homme sur l'impact de l'insécurité sur les services de l'État dans les domaines de la santé et de l'éducation dans les régions de Tillabéri, Tawa et Difa. La présente rencontre marque ainsi la présentation des résultats, les conclusions et recommandations de la dite étude. Ce projet, financé par l'Union européenne, est mis en œuvre par l'IDDH et ses partenaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, 3 pays qui font, comme vous le savez, face à des défis sécuritaires majeurs, lesquels affectent profondément l'exercice et la jouissance des droits humains. Comme vous le verrez tout à l'heure, lors de la présentation proprement dite de cette étude, elle a mis en exergue les principales répercussions des attaques criminelles sur le droit à la santé et le droit à l'éducation dans ces 3 régions, ainsi que l'urgence d'agir de façon cohérente avec les droits humains pour la prise en charge de toutes les victimes d'atteinte à ces droits. L'étude réalisée par la Commission nationale des droits humains a permis à l'institution de s'acquitter de son mandat de suivi par voie de monitoring de tous les droits humains, économiques, sociaux et culturels dans les 3 régions les plus affectées par l'insécurité. Comme le montre l'étude réalisée par la CNDH dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri, plusieurs écoles et centres de santé ont été fermés ou abandonnés, privant de milliers d'enfants de leur droit à l'éducation et des milliers de personnes empêchées de jouir de leur droit à la santé. Cette étude vise particulièrement à faire un état des lieux de l'impact de l'insécurité sur le droit à la santé dans les zones concernées, faire un état des lieux de l'impact de l'insécurité sur le droit à l'éducation dans les zones concernées, faire ressortir les actions entreprises par l'État et en particulier les forces de défense et de sécurité pour protéger le droit à la santé et le droit à l'éducation dans les régions ciblées. Faire ressortir les facteurs de risque entravant la protection de ces droits dans ces régions, recueillir et ou formuler des recommandations allant dans le sens d'une meilleure protection du droit à la santé et du droit à l'éducation par l'État et les forces de défense et de sécurité dans un contexte d'insécurité. Au cours de cet atelier de restitution, les participants seront édifiés sur les conclusions de la dite étude. Sur le plan juridique, le Niger travaille à la réforme du code pénal et prévoit une sanction consacrée à la criminalisation de l'homosexualité en vue de mettre fin à un vide juridique, mais aussi pour la protection des droits et intérêts publics. N'est-ce pas Aïcha Aboubakar et Lucas Oga? Le Niger en passe de légiférer sur la question de l'homosexualité. Un avant-projet de loi criminalisant la pratique a été élaboré. La députée Nana Joubi, initiatrice de projet de loi dans ce sens, se réjouit de cette initiative qui vise à modifier le code pénal nigérien. Je voudrais remercier très sincèrement l'État du Niger qui a honoré ses engagements par rapport bien sûr au travail qui a été fait. Parce qu'il vous souviendrez que quand on avait émis le désir de proposer cette loi-là, l'État est venu vers nous pour nous informer qu'il y a déjà un comité qui est sur ce travail-là par rapport à la modification du code pénal. Et apparemment, c'était vraiment vraisemblablement le cas, parce qu'on en est là aujourd'hui pour dire qu'il y a effectivement une proposition de modification qui a été soumise au gouvernement. L'avant-projet de modification du code pénal en question propose dans son contenu que toute personne qui commette ou tente de commettre un acte impudique ou contre nature entretienne ou tente d'entretenir des relations sexuelles avec une personne de même sexe est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Cette initiative réjouit également les leaders religieux islamiques. Que le Parlement édicte des règles, élabore des lois contre l'homosexualité, c'est une bonne chose parce que c'est une pratique qui ne rime pas avec
qui ne rime pas avec notre religion. C'est un des péchés les plus grands. C'est un des péchés les plus grands. C'est un acte abominable qui va à l'encontre même de la nature des choses qu'Allah a créées. C'est pourquoi vous allez voir dans plusieurs passages du Coran, Allah nous relate le récit des peuples de Lut. Du peuple de Lut, en leur disant même, dans plusieurs versets sur la langue de Lut, Lut leur disait, vous êtes le premier peuple à commencer ou bien à tenter à faire cet acte abominable-là, ce grand péché-là, parmi les péchés. Pour la députée Nana Joubi, les Nigériens doivent faire preuve de vigilance et de suivi jusqu'à l'aboutissement effectif de la criminalisation de cette pratique. Ça veut dire que c'est vraiment un déclic. Il reste beaucoup à faire et nous pensons très sincèrement de la manière que ça a commencé, ça va se faire. Donc pour le moment au Niger, non, l'homosexualité n'est pas criminalisée, non, le travail n'est pas fini, mais une chose est sûre, on est sur la bonne voie. Cette initiative intervient dans un contexte où les pays occidentaux, notamment la France, prônent la promotion et la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres LGBT. Le pays a d'abord nommé en octobre 2022 un ambassadeur pour le droit des personnes LGBT avec comme mission de porter la voix et l'action de la France en matière de droit et de défense des personnes LGBT. Au mois de juin 2023, Jean-Marc Berton devait se rendre au Cameroun pour discuter de la situation des personnes LGBT dans le pays. Le Cameroun, qui a déjà criminalisé l'homosexualité, lui a signifié un non catégorique. Dans un arrêté en date du 21 juillet 2023, le ministre du Commerce a décidé d'interdire jusqu'à nouvel ordre l'exportation de certaines céréales telles que le mil, le riz poudri et le mil blanchi. L'objectif plutôt est d'assurer l'approvisionnement régulier du marché national en céréales. L'argument tient selon Maman Nouri, président de l'ADDC Wadata, bien que les prix des denrées alimentaires sur le marché connaissent une hausse remarquable. Abdelaziz Mahamadou et Luc Oga, le compte-rendu. C'est cet arrêté du ministre en charge du commerce en date du 21 juillet 2023 qui interdit, et ce jusqu'à nouvel ordre, l'exportation de certaines céréales de base, notamment le mil, le riz paddy et le riz blanchi. Selon le gouvernement, cette mesure vise à assurer l'approvisionnement régulier du marché national, argument qui tient selon Maman Nouri, président de l'association de défense des droits des consommateurs. Heureusement qu'il s'agit de l'exportation. Si c'est l'importation, ça allait être encore plus grave. Mais étant entendu que la situation actuelle sur la disponibilité et l'accessibilité des céréales est relativement inquiétante. Je prends l'exemple du maïs où le prix du sac de 100 kg tourne autour de 40 000 francs. Vraiment, c'est un prix qu'on n'a jamais atteint. Même si on ne produit pas en tout cas cette céréale, on l'importe. Mais on n'a jamais atteint ça. Actuellement, tous les pays limitrophes, à l'exception du Nigeria et de l'Algérie, ont pris des dispositions pour interdire la sortie des céréales de leur territoire. Sur le bulletin agro-hydro-météorologique décadaire du mois de juillet 2023, les niveaux des prix des denrées alimentaires observés sur les marchés montrent une légère hausse comparée à celle de la dernière décade, mais une hausse comparée aussi à l'année passée à la même période où le mil, qui était à 326 francs le kilo, passe à 340 francs le kilo dans la capitale Niamey et de 316 à 329 francs le kilo pour le maïs. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui, surtout dans les zones rurales. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Le sac de mil tourne banalement entre 35 000 et 40 000 francs, le sac de 5 kg. La TIA tourne entre 750 et 1000 francs certaines certaines. Ce que nous avons, en tout cas, il faut que ça reste chez nous. Que ce soit le riz importé, que ce soit le riz, en tout cas produit ici au Niger, il
Il ne faut pas que les gens, même si la réexportation, à un certain moment, ça a été interdit, mais il y a la fraude. Notre inquiétude, c'est beaucoup plus par rapport au maïs, qui est devenu en tout cas un produit prisé. Cette décision du gouvernement intervient dans un contexte régional et mondial marqué par l'inflation à grande vitesse des prix alimentaires, avec la décision de la Russie de suspendre l'accord sur les exportations ukrainiennes de céréales et surtout celle de l'Inde relative à l'interdiction du riz. À cette décision du ministre de l'Intérieur s'ajoutent les incertitudes liées à la campagne agricole nationale actuelle avec les effets du changement climatique ainsi que les menaces sécuritaires qui impactent les zones productives du Niger. Et enfin, la Russie a donné rendez-vous à l'Afrique aujourd'hui et demain à Soutchich, le pays de Vladimir Poutine, entend réserver davantage les liens économiques et commerciaux avec les États africains. Un rendez-vous d'opportunité qui est difficile à honorer. Cependant, avec la pression du camp occidental pour empêcher les dirigeants africains à répondre à cet appel à Moscou. N'est-ce pas, Sidikou Haruna? En tout, c'est environ une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains qui ont reçu officiellement leur carton d'invitation à ce sommet Russie-Afrique qui s'ouvre ce mercredi matin dans la ville emblématique de Sochi en Russie. Cette deuxième édition, tout comme la première, se veut une rencontre pour raffermir davantage la coopération économique et commerciale entre les deux parties. Notre marche vers la liberté est irréversible et nous devons permettre à personne de se mettre sur notre chemin. Je suis persuadée qu'ensemble, en aidant l'un l'autre, nous sommes capables de faire beaucoup pour l'épanouissement et le bien-être des peuples russes et africains. Des grands noms de la politique africaine ont fait le déplacement de Moscou. L'Ouganda, le Nigeria ou le Soudan, à travers leurs chefs d'État, ont signifié leur désir de travailler chacun dans son domaine respectif avec Vladimir Poutine. Un autre participant de taille, le Mali, avec une forte délégation, se joint volontiers aux pays africains favorables à une coopération avec la Russie. Au-delà de la coopération militaire et économique, le pays de Assimi Goïta salue l'initiative de monde multipolaire et multidimensionnel prônée par la Russie. Aucune puissance n'a aujourd'hui suffisamment de pouvoir ou d'atouts pour influencer et diriger le monde toute seule. Rien ne sera plus comme avant, parce que dans toute puissance se trouve une impuissance, et dans toute impuissance se trouve également une puissance, comme pour dire que nous, en tant que pays africains, nous avons aussi de la matière et du potentiel pour influer sur le système géopolitique mondial. Il convient de le noter, dans le sillage de cette nouvelle dynamique de coopération, la Russie annonce le gel de 20 milliards de dollars de crédit des pays africains, un pas important dans le raffermissement de cette coopération. Il faut se le dire, la particularité de ce sommet, c'est cette pression forte du camp occidental, les USA en tête pour empêcher aux pays africains d'assister à ce sommet. Une pression qui témoigne de leur volonté d'isoler la Russie qui a osé défier leur hégémonie, mais aussi une volonté assez perceptible de continuer à soumettre les pays africains à leur dictat, à les maintenir malheureusement dans la dépendance, la misère et la pauvreté. Nous sommes mercredi et je suis avec Balima Bourema pour votre rubrique Actu sur le web. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 26 juillet 2023. Nous débutons ce numéro d'Actu sur le web avec le bilan des inondations selon ANP.NE. 17 personnes ont déjà perdu la vie. Oui, Samira, la Direction générale de la protection civile a fait état de 17 pertes en vies humaines, dont 4 par effondrement et 13 par noyade. 28 autres personnes ont été blessées à la suite des inondations enregistrées au Niger à la date du 25 juillet 2023, selon un bilan publié toujours hier mardi 25 juillet 2023.
Ils sont au total 21 054 sinistrés répartis dans les 8 régions du pays, sur 24 départements et villes, 40 communes et 117 quartiers et villages. Selon toujours le bilan du 25 juillet de la Direction générale de la protection civile, sur un total de 2490 ménages sinistrés, 1110 maisons ont été effondrées, 254 cases endommagées et 729 bétails emportés. Ces inondations ont également causé l'effondrement de 203 murs, 16 hangars, 21 classes d'école, 9 boutiques et 71 greniers. Le Niger se classe dernier dans le classement du taux de réussite au bac cette année dans les pays de l'UEMOA selon afriqueinfo.com. En termes de classement, vient le Togo qui regorge le plus large taux de réussite. Ensuite vient le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso et enfin le Niger. Au Togo, selon les statistiques communiquées par la Direction générale de l'Office du baccalauréat, le taux de réussite au plan national est de 74,43%, soit une hausse de 4,36% comparativement au résultat de l'année 2022 qui était de 75,07%. Le taux de réussite au baccalauréat 2023 est estimé à 51,54% au Sénégal, même s'il connaît une légère baisse comparée à celui de l'année 2022 qui était de 51,99%. Les autorités ont affiché leur satisfaction par rapport aux résultats du bac. Selon elles, ces dernières années, il y a eu une progression concernant la réussite au bac. La Côte d'Ivoire a quant à elle enregistré un taux national de réussite de 32,09% contre 30,38% à la session de 2022 et 29,24% en 2021. Le Bénin, quant à lui, a enregistré un taux de réussite acceptable, 77 563 inscrits pour un taux de réussite de 58,72% par rapport à l'année précédente qui est de 49,73%. On note cependant au Mali les résultats avec un taux de réussite allant de 40 à 50% du nombre total des candidats. Au Burkina Faso, le bac 2023 n'a pas donné comme en 2022. C'est ce qu'a révélé le ministère en charge de l'Éducation nationale. Selon le département dirigé par Joseph André Ouedraogo, l'examen du bac a enregistré pour la session 2023 51 139 admis sur 130 240 candidats, ce qui représente un taux de réussite de 39,27%, un chiffre qui est en baisse par rapport à celui de l'année 2022 qui était de 41,11%. Les délibérations ont donné un taux de réussite de 25,23% au Niger pour toutes les séries et spécialités. Approximativement, un candidat sur 4 a seulement réussi son bac au Niger. Cependant, le taux de réussite au bac semble pour la bonne voie et les résultats au bac démontrent une augmentation de celui-ci alors qu'il y a quelques années, le taux de réussite ne dépasse guère les 15%. Une cinquantaine de délégations africaines ont confirmé leur participation au sommet Russie-Afrique qui s'ouvre demain selon mondeafrica.com. En ce moment, nous avons reçu la confirmation de participation de 49 délégations africaines. Environ la moitié des pays africains seront représentés au plus haut niveau par les chefs d'État et du gouvernement, a déclaré Alexandre Polyakov, adjoint au département des pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères. Cette approche montre leur engagement ferme à développer des relations avec la Russie malgré la pression sans précédent de l'Occident. Le programme du forum est en train d'être finalisé, a indiqué le diplomate. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique aura lieu du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique aura lieu du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Tous les pays du continent ont été invités, avait fait savoir la Russie. La Russie est sortie le 17 juillet dernier de l'accord céréalier d'Istanbul, conclu initialement en juillet 2022. Il était composé de 2 volets. Le premier permettait les exportations sécurisées des céréales ukrainiennes vers la mer Noire. Le second était censé faciliter le commerce agricole russe dans les pays dans le contexte des sanctions internationales. Moscou a pointé à plusieurs reprises le fait que cette dernière partie n'était pas encore mise en œuvre. Quant aux pays africains, les premières victimes de l'insécurité alimentaire,
Vladimir Poutine avait précédemment promis de leur livrer gratuitement des céréales. Il y a quelques mois, la Russie a fourni des lots d'engrais au Malawi et au Kenya. Enfin, Balima, la SG de l'OIF ne sera pas à l'ouverture des Jeux relatifs à la francophonie selon RFI. Oui, le porte-parole du gouvernement congolais avait été pourtant très clair. Madame Louise Michakawabo sera bel et bien à Kinshasa parce que l'événement des Jeux de la francophonie est un événement de l'OIF, avait-il expliqué en sous-entendant qu'elle sera là en tant que patron de l'OIF et non représentante de son pays d'origine, le Rwanda, avec lequel les relations avec le RDC sont au plus mal. Kinshasa et les experts de l'ONU accusant Kigali de soutenir les rebelles de M23 qui occupent depuis plus d'une année une partie de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Patrick Mouyaya avait alors argumenté en assurant que le protocole d'usage lors de la cérémonie d'ouverture exigeait que la secrétaire générale de l'organisation soit présente et prenne la parole. Kinshasa ne peut pas faire exception parce que c'est la tradition au niveau de l'OIF, avait-il insisté. Mais voilà, la porte-parole de l'OIF, Oria Kivande Vengue, s'est empressée de démentir aujourd'hui cette annonce, c'est-à-dire hier cette annonce, en assurant que Louise Mouchikawabo ne fera pas le déplacement de Kinshasa. La raison, elle assure que le gouvernement congolais s'était engagé de son propre chef à ce que le ministre des Affaires étrangères aille lui remettre en main propre son invitation. Mais le rendez-vous a été annulé sans aucune explication, poursuit la porte-parole de l'OIF. Une confusion qui a poussé, dit-elle, la secrétaire générale à annuler sa participation et à déléguer son numéro 2, l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire, qui est arrivée sur place aujourd'hui en fin d'après-midi, c'est-à-dire hier en fin d'après-midi. Balima Bouraima, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous aussi, Samira, et merci, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.